Allez, salut tout le monde, on va commencer sur le live. J'ai relancé normalement sur la bonne catégorie parce que j'étais pas du tout sur la bonne catégorie. Je retweet mon histoire. Donc c'est le live nocturne, hein, les amis. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est bien un petit live nocturne. En vrai, c'est peut-être pas mal, hein, de faire cette petite session nocturne. Je trouve que c'est sympa. Ne vous inquiétez pas, je vous prends pas toute la nuit, hein. Donc j'attends juste 2 minutes et puis on va commencer sur ce live sur Hiroshi Yoshida, donc un maître de l'estampe qui est très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Je commence dans 2 minutes. Allez, on va commencer. Je finis juste ma petite promotion avant live. Il faut bien en parler sur les réseaux, hein. Tac. On fait ça bien. Allez, c'est parti. Paf. Salut tout le monde. Salut. C'est parti pour cette présentation nocturne. Faisons nocturne art. Je me rends compte que j'ai plus de LED en fait du tout. Et ben c'est pas grave. Théoriquement j'ai mes LED de couleur, mais j'ai plus de LED. Attendez, je fais mon. Vous savez quoi? Eh bien, c'est de faire quand même sa promo sur Instagram. Je fais ça en même temps parce que sachez que c'est important. Surtout quand je dois mettre mon lien. Surtout quand j'ai quand même cet objectif. Un objectif de... Les gens quand même se rendent compte de l'objectif. Sur Twitch, je vais bientôt atteindre 50 personnes. Je vous remercie toutes et tous de suivre. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. J'espère raconter des choses. Voilà, je viens de poster mon truc sur Instagram, vous savez tout. Instagram c'est la vie ou pas. Je vais commencer parce que sinon je vais commencer dans 3 plombs. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous me voyez clair, c'est le principal. Donc je suis désolé pour le manque de LED derrière. Vous, je pense que c'est pas grave, hein. On fera avec. Vous me direz si le son, normalement le son des armes de musique est pas trop fort. Donc là je pense que c'est bon. Donc on fait un petit live nocturne, mais à vrai dire ces petits lives nocturnes art, j'avoue c'est pas mal. Moi j'aime bien, ça me donne. Alors, moi je suis quelqu'un qui travaille la nuit, hein, qui travaille le jour, la nuit. J'ai pas de problème avec ça. Vous me direz si ce genre d'horaire c'est bien ou pas. Ah, la petite musique, je vais baisser un peu mon volume parce que moi par contre j'ai la musique à fond.
Un petit focus comme ça, culture, donc que je fais le lundi ou le mardi. Bon, là, je vous avoue que je suis quand même plus parti sur le mardi en termes de rythme, pour vous parler de sujets artistiques, thèmes, œuvres d'art, etc. Artistes, œuvres d'art. C'est un truc que je fais donc une fois par semaine, en sachant que donc le lundi ou mardi, c'est le point culture. Le mercredi, c'est plutôt un focus sur un objet d'art, une œuvre d'art. Donc là, je ne sais pas encore ce que je fais. C'est le mercredi, c'est demain. Je verrai bien. Et puis je vais reprendre un peu mes live expo, en sachant qu'évidemment, je le dis tout de suite là maintenant, là, dans ce live-là, si vous tombez, sur ici, je pars en congé, je vais être un off, donc je le mettrai de toute façon au niveau du planning off. Alors off, je sais que pour Twitch, c'est pas très bien d'être off. Donc on va avoir la possibilité, peut-être que je pourrais avoir la possibilité de faire des petits lives, que je vais partir en vacances. Mais vous voyez, de préparer des slides comme ça, bon, c'est du plaisir, hein, tout ça. Donc je vais voir avant de dire que je suis complètement off. Je pense déjà première semaine, genre première semaine du mois d'août, je vais pas faire de live et tout, ça va être compliqué. Mais par contre, pourquoi pas après faire des petites... je ferai pas tout ce qui est exposition, etc. Mais peut-être une ou deux fois par semaine. Il n'y aura pas d'objet non plus, mais peut-être faire 2 points culture, on verra bien en termes de planning. On se met pas la rate au courbouillon, on se fait plaisir. On met pas sa rate là, dans la soupe miso. On est tranquille, on se prend pas la tête. Et donc ce petit live nocturne, c'est un live, donc des présentations. Si vous me découvrez, je regarde en même temps mon Twitter & Co, parce que je trouve que c'est important de regarder aussi ce qui se passe quand j'ai des notifs. Ce que je veux dire, c'est que si ce genre d'horaire ça vous plaît, et ben écoutez, moi ça me va aussi, en sachant que quand je vous présente un sujet, si vous me découvrez, donc Okei-san, je fais donc notamment ces live culture, où je vous présente un objet, un artiste, un thème, ce que je disais tout à l'heure, mais je fais toujours sur des focus qui sont des focus à être 45 minutes, 1 heure, donc c'est pas la conférence au musée, où c'est relou, et dans le but c'est d'être vraiment format plutôt un peu court. Vous notez vraiment toutes les billes de compréhension, toutes les clés de lecture quand on a un artiste comme celui-ci. Et comme ça, après, vous pouvez faire votre propre chemin. Vous avez les clés de lecture, les clés de lecture pour comprendre qui est, en l'occurrence, Hiroshi Yoshida, et puis d'aller voir un petit peu plus loin. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de live. Si vous tombez sur ce live après, ce qui va être disponible sur Twitch, alors Twitch, je sais plus le nombre de... Un temps quand même, au bout d'un moment, les vidéos suppriment, donc vous inquiétez pas, je les mets celle-là, les cultures, je les mets automatiquement sur YouTube, donc vous pouvez aussi les retrouver sur YouTube. Si vraiment vous êtes en galère, vous avez vu passer le sujet parce que ça vous intéresse et que vous pouvez me faire un tweet ou vous me faites un message sur Twitch, je vous enverrai directement le lien. Parce qu'on est comme ça, Koge-san, il est comme ça, il aime donner... il aime faire plaisir. Hein. J'avance. Ah, alors attendez, j'ai une question, code... Oh putain. J'ai une question de mon fils, qui n'a rien à voir. Donc, pause 2 minutes avant que j'attaque je vous invite à lire ma slide. Oh putain, le truc du code Prime. Trouve-moi les codes Prime. Toujours le truc, genre... Évidemment que je n'ai pas. Donc attendez, je vais vous laisser mes slides. Oh, pardon, mon fond d'écran qui va bien. Va retrouver tes codes Prime. Je vais demander 2 minutes. Je vais me passer juste en attente 2 minutes avant que je commence. Je sais, c'est un peu tue le live, ce genre de truc, mais je vais lui répondre tout de suite parce que sinon je vais avoir 10 notifs. Je vous mets juste en attente 30 secondes. La petite slide d'intermission qui va bien, vous allez voir. Un petit plaisir, c'est magnifique, vous allez voir. Je reviens dans 30 secondes. Ça va être plus simple sinon, je vais être galère. Tout de suite.
C'est la galère. C'est la galère. Les codes Amazon Prime, ben, hein, c'est toujours très sympa. Toujours galère, hein, les codes. Hein. Allez hop, c'est parti. On va se remettre bien quand même. Hein. Transition de dingo, de la transition de dingo. Vous allez voir, je vais me remettre sur l'écran. Formidable. Bim, pam. Et je vous mets bien mes slides qui vont bien. Si ça veut bien, cher, présente. Voilà, parce que je fais un travail de pro. Là, le live n'était pas pro. Mais c'est pas grave. Non, c'est relou, hein, les codes. Les codes, je sais pas si c'est pour vous, mais les codes Amazon et tout, franchement. Bref, hors sujet, je reviens sur notre sujet, qui est notre ami Hiroshi Yoshida. Excusez-moi, encore une fois pour ce petit aparté. Hiroshi Yoshida, donc c'est un des maîtres d'un mouvement qu'on appelle le Shinhanga. Je ferai très probablement un live là-dessus pour en gros vous montrer peut-être les tendances de l'estampe japonaise, et notamment cette tendance moderne de l'estampe qu'on appelle le Shinhanga. Moi j'adore. Si vous aimez les créations contemporaines japonaises, si vous vous intéressez à l'illustration, que vous aimez la BD, vous voyez l'image qui est ici, je vous montre mon doigt ici, forcément vous ne l'avez pas, qui est ici. Moi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on peut retrouver aussi en aplat de couleurs, en dessin, pour certaines BD. C'est un travail de dingue parce que Hiroshi Yoshida, donc, qui est un artiste né, je vous ai mis les dates, 1876-1950, c'est quelqu'un qui était en plein début 20e. C'était quelqu'un qui était en plein dans un renouveau de l'estampe, sans refaire tout le topo de l'estampe. Je parle régulièrement d'artistes de l'estampe japonaise. À la période Edo, vous avez les Hiroshige, les très grands noms, Kunisada, les grands noms de l'estampe japonaise que vous avez très probablement en tête. Il y a une vraie mouvance début 20e où on est dans des tracés plus directs, plus des aplats de couleurs, comme vous pouvez voir ici. On est vraiment sur des choses qui vont se rapprocher beaucoup, à mon avis, à moi, de, par exemple, la peinture à l'aquarelle. Bon, il y a plein de tendances là-dedans, je ne vais pas en une phrase que je vais résumer ce mouvement Shinhanga, parce qu'il y a plein d'artistes différents, il y a des choses incroyables, incroyables. Moi j'adore, franchement j'adore. Je vous montrerai, tiens, mais je le présenterai plutôt en bouquin, un livre que j'avais acheté au Japon il y a 15 ans, sur justement le renouveau pictural, donc cette tendance qui est ce fameux Shinhanga. Il y a plusieurs artistes, et parmi ces artistes, il y en a un donc, qui est très important, qui est ce fameux Hiroshi Yoshida. Ce Hiroshi Yoshida, oui j'ai mon coude qui est tombé, j'aime bien ça. Il a, comme je le mets, une vraie particularité par rapport à tous les autres artistes. Alors attention, il y a d'autres artistes. En tout cas, je dirais plutôt que c'est un des premiers à s'inspirer beaucoup de l'approche artistique occidentale. Je dis occidentale parce que vous avez une grande tendance, si vous vous intéressez un peu à l'art, à l'histoire de l'art, d'une très grande tendance que pareil j'adore, je crois que c'était ma meilleure note en histoire de l'art, sur un mouvement qu'on appelle les nabis. C'est vrai que je suis dans le Japon, en Corée, mais c'est vrai que c'est tellement un mouvement coup de cœur pour moi, c'est Paul Sérusier, bref, les nabis. Allez regarder, c'est un travail magnifique. Je vais peut-être vous montrer. En train de parler de ça. Alors quand je fais mes lives, hein, je sors toujours de mon sujet, hein, soyez pas étonnés. Hein. Je vais vous montrer juste les nabis peinture. Comment je vais vous trouver des jolies images? Les nabis. Je vais vous montrer. Et vous savez quoi? Je vais vous partager mon Google est ton ami, juste pour vous montrer ce que c'est les nabis. Donc je suis désolé, ça va être un peu dégueulasse là. Si je fous en plein écran comme ça. Normalement, vous voyez bien. Ouais, les nabis, je vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est les nabis. En gros, dans toutes ces images, vous percevez ce qu'est le mouvement nabi. Nabi, ça veut dire prophète en hébreu. Vous avez des artistes. Pourquoi? Parce que c'est les prophètes de la couleur.
Bon. Voilà, un des plus connus, en tout cas un qui a vraiment initié ce mouvement, c'est notamment Paul Sérusier. C'est au musée d'Orsay. Ah bah vous avez un très bon temps. France Info. Très bien. Paul Sérusier, Yann Verkade. Vous voyez, c'est des grands tracés. Pourquoi je vous montre ça rapidement? Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des nabis. C'est passionnant. Vous avez un très beau bouquin, je ne l'ai pas là, mais je l'ai, mais qui est énorme sur les nabis. C'est incroyable parce que les nabis, c'est quoi? C'est exactement la période de notre ami Yoshida. C'est fin 19e, début 20e. Attention, il n'y a pas que les nabis, puisque les nabis, c'est vrai qu'il y a Paul Gauguin, donc il y a sous la direction de Paul Gauguin. Tout ça, c'est des grands noms que vous connaissez ou vous connaissez peut-être pas. Si vraiment vous voulez que je fasse un focus sur les nabis, mais alors avec grand plaisir, on sort complètement on sort entre guillemets, pas complètement parce que de cette thématique Japon, parce que les nabis sont énormément inspirés justement de l'estampe japonaise, puisque l'estampe de la période Edo jusqu'à Meiji, voilà, à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe, c'est le grand mouvement de l'estampe japonaise. Forcément, ici, chez nous, on a une énorme chance d'avoir eu ces artistes qui sont juste fous. Gauguin, Sérusier, Verkade, vous avez Fliger, vous avez... Est-ce que je peux vous montrer d'autres exemples? Bim Bam Boom, un des plus connus. Il y en a beaucoup, hein, attention. Hein, il y en a beaucoup. Voilà un autre exemple qui est assez intéressant, celui-ci. Les nabis, pour vous montrer le truc. Ah putain, c'est sur quoi? Musée du Luxembourg. Vous avez une vidéo là-dessus, parce qu'il y a Bonnard aussi. Je peux pas vous montrer, je crois que c'est Denis ou Bonnard. Ah merde, je peux pas vous montrer. Bon, voilà. Bref, vous avez compris, voyez celui-ci avec toutes ces petites fleurs là qui sont magnifiques, ça on est aussi dans le mouvement nabi. Mais ce que je veux vous montrer, et c'est bien de rester sur Taïsman, ou ici par exemple Maurice Denis, je suis désolé, les images sont un peu dégueulasses avec Google, hein. Ou ici si je zoome, c'est pareil, musée du Luxembourg, ah c'est con, putain il est con leur site, on peut pas montrer. Et ben Sérusier, tiens, Sérusier, donc attention là on est vraiment sur de la peinture, non c'est vraiment dégueulasse comme ça, on est d'accord. Et ben écoutez, vous voyez, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de vous montrer deux choses. Sur les nabis, ce qui est très très marqué, très inspiré notamment, donc on est sur de la peinture, hein, où il y a des estampes aussi, mais on est sur des grands aplats de couleurs, des jeux de profondeur de champ, et ça je vais rappeler, c'est pour ça que je vous parle de Yoshida après. Vous avez un truc qui est autre chose qui est très très marqué, c'est évidemment les contours, entre eux notamment ce qui est représenté. C'est-à-dire que par exemple les femmes, vous avez un petit contour autour d'elles, un petit contour noir, un petit trait, ce que j'appelle contour, hein, c'est vraiment un tracé noir. Bref, il y a plusieurs caractéristiques dans ce style, et il y a un truc qui est très marquant, que je pense que vous repérez ici dans cette œuvre de Sérusier 1897, c'est comme si vous aviez, c'est pas les impressionnistes, puisqu'ils se démarquent complètement, donc les impressionnistes, hein, impression, c'est genre je vois quelque chose, je ferme les yeux, je résume, là c'est vraiment comme si c'était une photographie. Une photographie d'un mouvement, en l'occurrence un rendez-vous de ces femmes près d'un torrent. Yoshida, lui, je reviens sur notre sujet, c'est exactement ça, ça va être un maître, pour ça je l'ai mis je crois dans mon tweet, un maître de le photographe de l'estampe. J'adore dire ça parce que par rapport aux autres artistes, Shinanga, il est vraiment incroyable. Maître, s'il y a deux mots à retenir, c'est estampe, photographie, et paysage. Voilà, je vous résume le boulot de notre ami Yoshida, qui a vraiment un style, comme je mets, pour moi, qui est captivant. Ça, vous voyez le Sphinx ici, vous pouvez le regarder à 3 heures. J'ai l'impression que à chaque fois qu'on le regarde, vous pouvez même le revoir, vous pourrez retrouver toujours un détail dedans. Vous avez l'impression que là, vous avez un visage, vous avez des aplats de couleurs qui sont dingues, des jeux de profondeur qui sont... Bref, c'est un très très beau travail. Vous en êtes même à vous demander si c'est pas du crayonné, c'est pour ça que je vous parlais de BD. Vous avez des tracés, on dirait du crayonné. Vous avez des aplats de couleurs, vous avez un jeu de profondeur qui est juste un travail incroyable. Pour vous dire, les estampes de Yoshida, donc qui sont plus tardives, qui sont modernes, sont même plus en termes de prix et d'estimation, parce que les lunettes me font mal. C'est que vous êtes sur des estampes qui valent plus, je dois parler prix, hein, plus cher. J'ai une palette de mes lunettes qui est partie. Je vois très bien sur mes lunettes, hein, pour information, mais j'ai mes yeux qui fatiguent. Donc on est beaucoup à bosser sur ordinateur, à avoir les yeux qui fatiguent sur les lunettes. Bref, ce que je veux dire, c'est que ces estampes sont tellement recherchées qu'on est même plus cher que des maîtres de l'estampe type Hiroshi. Alors attention,
majoritairement plus cher que les estampes d'Hiroshige et autres, où vous pouvez trouver des Hiroshige Kunisada dans les 200-300 euros. Là, vous êtes quand même sur un panier plus haut quand elles sont superbes. On est entre 1500 et 2000 estampes. Évidemment, ça peut monter beaucoup plus. Oui, on n'est pas sur le même niveau de ces estampes qui sont très recherchées parce que il n'y en a pas non plus imprimé des folies. C'est vrai qu'il y a les différences de Hiroshige, par exemple, qui travaillait aussi pour les éventails. Voilà, on n'est pas du tout sur la même vision et même époque, donc c'est pas la même histoire. Donc c'est vrai que gardez en tête que tout ce qui est artiste Shinanga, des stands plutôt modernes, on a beau se dire bah, c'est moins vieux, c'est pas parce que c'est moins vieux que c'est pas moins cher. Au contraire. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Lui, ce que je disais, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il est né en 1876. Donc vous voyez, c'est vraiment fin. Là, on est vraiment Meiji, hein, pour tout coup, période Meiji. C'est quelqu'un qui a vraiment des connaissances artistiques que je mets solides, et il s'est tout de suite formé, aussi c'est un point intéressant, tout de suite formé à la peinture occidentale à Tokyo. Ça, c'est un point important parce que beaucoup, alors tous ces artistes plutôt voilà, modernes ont appris, se sont formés, ont découvert cette peinture occidentale. Bon, mon fameux mouvement à la Denabi, dont j'ai parlé il y a 5 minutes, mais ils ont découvert, comme je mets l'impressionnisme, des grands mouvements que nous on connaît, l'impressionnisme, l'art nouveau, bref, ces grandes tendances plutôt occidentales. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lui, dans son approche, dans son œuvre artistique, il a carrément, je peux dire il s'est inspiré. Attention, l'inspiration, c'est pas de la copie. Il prend pas ce qu'il a vu, je dirais, il a utilisé, il a forgé son regard, c'est plutôt ça, forger son regard. Et c'est ça la force des artistes comme Yoshida. Ce sont des gens qui vont pas faire du copier-coller, qui vont pas se dire attends, oula, il y a les centres d'Occident, je vais refaire la même chose ici. J'ai vu des trucs chez Sérusier, chez Gauguin, tiens, je vais refaire. Pas du tout. Et ça, c'est la force des artistes japonais que je trouve. Hein, j'ai beau voir beaucoup de choses d'artistes vraiment très très différents. Dans les artistes aussi nordiques, on a aussi des choses, il y a beaucoup d'inspiration de ce qu'on a pu voir nous en France ou en Angleterre, mais toujours avec le côté, surtout les artistes d'îles. En Islande aussi, il y a des choses qui sont très intéressantes. Ce sont des choses où il y a des artistes où ils travaillent beaucoup sur vraiment leur cœur, leur pays, leur culture, tout en intégrant ces mouvements externes. Et ça, je trouve que c'est très très fort. Et donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de ce fameux jardin des pivoines. On ne mettrait pas des femmes en kimono, on se croirait dans un truc de Gauguin, quoi, par exemple. Et c'est ça qui est marrant. Et c'est ça, évidemment, là, c'est des estampes, mais je trouve que c'est assez flagrant comme dessin. Alors, évidemment, dans le traitement même de l'estampe, au-delà de ces influences occidentales, et je vais pas rentrer dedans, je rentre pas plus dans le détail sur les influences de qui, de quoi, parce que sinon, là, je vous fais pas un truc live, lecture, conférence d'une heure, je vous en fais 3. Mais c'est passionnant, on pourrait vraiment en faire... je n'ai pas plus poussé, je pense qu'il y a eu des recherches, des thèses qui ont été faites sur notre ami Hiroshi Yoshida et l'impact dans le mouvement dans ce moment Shinanga, mais bon, c'est passionnant. Mais comme vous voyez ici, on voit même l'estampe comme le Sphinx avant, qui a un vrai souci du détail, qui est assez incroyable. Et comme dans le Sphinx, vous avez aussi une notion de profondeur. J'en reparle après, la profondeur de champ est très importante. Justifié ici, non pas comme un quadrillage sur le sol comme on peut voir dans beaucoup d'œuvres occidentales, avec notamment les effets de projection pour emmener le regard au plus profond. Lui, ici, il utilise le toit et justement ces grands poteaux verticaux de serre japonaise. Là-dessus, rien que sur cette œuvre, je vous en fais une demi-heure si vous voulez, mais vous me mettrez en commentaire si vous voulez que je vous parle uniquement de cette œuvre, je ferai. Et puis éventuellement des comparaisons avec d'autres peintures occidentales. C'est l'éclate chez J'adore, me fait plaisir. Moi je vous dis tout de suite, hein, le Twitch là je me fais plaisir. Je me fais surtout plaisir. Et puis c'est peut-être galère, peut-être que vous allez tomber sur ce live après, peut-être qu'en live vous me voyez, peut-être vous passez. Voilà, sachez que moi je me fais plaisir. Si vous arrivez à tomber et que j'arrive à accrocher votre regard sur des œuvres comme ça, que je vous fais découvrir ces œuvres, le job il est fait et c'est avec grand plaisir. En tout cas que je vous en parle.
Un exemple aussi intéressant de l'influence occidentale de notre ami Yoshida, c'est que lui, alors, il a voyagé, comme je le mets, il s'est formé en s'inspirant de ce qui s'est fait en Occident, autre. C'est quelqu'un qui a eu une vraie volonté dès le départ d'apprendre ces fameuses opportunités qu'il a pu avoir d'apprendre d'autres. C'est vraiment quelqu'un qui a été en mode éponge, entre guillemets, hein, sans être péjoratif, puisqu'il a voulu apprendre, découvrir. Donc il a voyagé partout en Europe, en Amérique du Nord, il a étudié les différentes techniques, comme je le mets, de gravure, de peinture. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, certes, qui a été productif dans l'estampe, pas que d'ailleurs, il y a eu un peu de peinture aussi, et majoritairement son travail c'est de l'estampe, mais c'est quelqu'un qui, justement, pour améliorer son travail de l'estampe, et ça c'est ce qu'on voit par exemple aussi dans le travail aujourd'hui de la photo, quelqu'un qui va s'inspirer beaucoup de graphisme, d'illustration, on a un regard qui se forge, et d'où vous aussi dans votre pratique, si vous pratiquez artistique, vous verrez que si vous regardez, je sais pas, vous peignez, vous faites du design, si vous regardez d'autres choses, je vais faire des conneries, design automobile, la joaillerie, vous allez vous inspirer plein de choses, de plein de techniques, et ben c'est exactement pareil avec notre ami Yoshida qui lui, et ça se ressent vraiment dans son travail, il s'inspire encore une fois de aussi bien plein de mouvements, donc les fameux nabis dont, comme vous voyez ici en plus, là ce Inlandse, qui est incroyable, qu'on retrouve aussi par exemple dans des peintures qu'on trouve en Suisse, bref, tous ces mouvements un peu germanophones. On retrouve ça évidemment, ce genre de vue, c'est chez mes amis les nabis, avec voilà, c'est de l'estampe. Encore une fois, ça c'est de l'estampe. On pourrait se dire, putain, mais c'est tracé à la plume, après c'est de l'aquarelle. Non, c'est de l'estampe avec des jeux de dégradés de couleurs, notamment sur les petites montagnes que vous voyez au fond. Normalement, ce que vous voyez là, je suis en couleur, mon écran est étalonné, donc normalement, vous avez des vraies couleurs. Alors, je sais pas comment ça rend sur Twitch, mais vous avez, en tout cas, on se rapproche vraiment des vraies couleurs de l'estampe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui aussi bien s'inspirer de la forme, donc de la technique, de la manière de représenter, tout en, encore une fois, faisant ses propres recherches. Et puis, à côté de ça, sur le fond même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comme ici, va représenter des paysages qui ne sont pas que des paysages japonais. Et vous allez voir ça aussi après, puisque je vous ai fait une petite sélection de choses. Vous voyez, typiquement, ici, Asahi, donc le matin, on a le Fuji, qui, à différence de nos artistes de l'estampe ukiyo-e classiques, je dirais Hiroshige, Enko, souvent le Fuji il est représenté dans les arbres, on voit pas la base du Fuji. Lui est très intéressant, il a intégré dans une certaine cette brume matinale, on sent l'humidité, on sent le frais du matin, et voilà, cette superbe estampe très graphique, voilà, c'est vraiment 100% Yoshida, c'est encore une fois, c'est ça, une œuvre dingue. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est en couleur un petit peu, elle est un petit peu passée, mais encore une fois, c'est aussi le matin, c'est le fait que vous regardiez, que vous ouvrez les yeux le matin, vous savez, vous avez de la brume, c'est pas tout à fait net par rapport, je reviens sur Islandais là, où là, pour le coup, on est en pleine journée, on a grimpé un petit peu, on a fait quoi, 20 minutes de marche en montant, et là, on a vu sur le lac. Vous voyez le truc? Donc c'est vraiment, pour moi, ce qui ressort, je l'avais mis tout à l'heure, un artiste photographe. Clairement, photographe des paysages et pas que, comme je le mets ici. Lui, il est connu encore une fois dans ce mouvement qui est ce grand mouvement de l'ukiyo-e. Je vous l'ai mis là parce que le mouvement de l'ukiyo-e, c'est le terme, si vous ne connaissez pas évidemment, bon, je pense que vous avez déjà entendu une fois parler de l'ukiyo-e, de l'estampe japonaise, mais l'ukiyo-e, c'est pas que l'estampe de la période Edo. Ok, suite à l'ukiyo-e, bon, on est sur un mouvement qui s'est étendu pendant Meiji, qui s'est étendu après, bon, et on est vraiment sur une technique. Je l'ai remis ici parce que, encore une fois, lui, il a maîtrisé plusieurs techniques. Mais je rappelle que l'estampe, c'est de la gravure sur bois. Tout ce que vous voyez là, j'en avais parlé déjà l'autre fois, je redis ici. Et encore une fois, n'hésitez pas, si pendant ce live vous avez des questions, si après le live vous avez des questions, faites-moi encore une fois des commentaires. Il y a vraiment, je suis vraiment là avec grand plaisir pour vous y répondre. Pour vous répondre, l'estampe, je rappelle que c'est de la gravure sur bois, donc une planche sur bois, une planche dessinée pour chacune des couleurs. Les vaches là que vous voyez ici,
les différentes teintes, marron plus foncé, marron plus clair, le marron clair, 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 celui qui tire un peu vers le orangé, vous avez une planche pour chacune de ces couleurs, une planche qui a été gravée et ensuite qui a été imprimée avec la bonne couleur. Ainsi de suite pour les variations dans l'eau, etc. Super travail ici aussi sur les fameuses vaches de ce ranch de Numasaki, où ce qui a été incroyable, souci de détail de dingo, c'est pour ça que je l'ai mis en bas en gras, c'est un perfectionniste. Notre ami Yoshida était un perfectionniste. Quand vous voyez le travail ici, avec mon curseur, ouais, le travail du reflet de ces vaches là dans l'eau, comme si c'était dessiné à la plume, dites-vous que ça c'est du bois qui a été imprimé. Et on oublie à chaque fois quand on voit ça, hein, parce qu'aujourd'hui on se dit, mais attends, je vais le faire au stylet ou je ne sais quoi, putain c'est du bois, donc c'est dingue. Donc il a fait, je vous ai mis ici différents types. Alors, il a fait du portrait, je vous les mets, c'est très rare, il en a fait quelques-uns, je sais pas ce qu'il a plus réussi, faut avouer. Ce petit garçon, moi, me fait un petit peu peur. J'ai plus confiance dans les vaches que le petit garçon. Mais je vous ai mis aussi un autre exemple là de Cha Gushan, excusez-moi pour mon mandarin, mais c'est bien 3 sujets différents. C'est quelqu'un qui voilà, va aussi bien présenter des paysages que des scènes de vie, que quelques portraits. Dans tous les cas, en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu la même approche du détail, souci du détail et de la perfection en tout cas des tracés. Autre exemple, comme je vous parlais de paysage, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, qui a été très très productif et qui me rappelle aussi un artiste peintre dont je n'ai plus le nom, il va falloir que je me remette ça dans la tête, que j'avais vu, Jacques Marandré, que j'ai découvert et que j'ai adoré, mais là en peinture, là on n'est pas sur de la gravure, ça va m'en venir, qui est un artiste qui ne faisait que des montagnes glacées, enneigées, des paysages du nord, des choses. Ouais, vous regardez le truc, vous pouvez rester une demi-heure devant, c'est dingue. J'ai le même effet avec ce mont Jungfrau. Jungfrau, je sais plus où c'est, tiens d'ailleurs. Et on va regarder. Jungfrau, je me demande si c'est pas en... Bon déjà, je me demande si c'est pas en Allemagne. La Jungfrau... Attendez, juste... Sommet en Suisse. Ça va, j'étais pas loin. Un grand sommet en Suisse qui fait 4158 mètres. Voilà, la Jungfrau, la jeune femme, qui est voilà, un très beau travail d'estampes, pareil, aussi bien de dégradé de couleurs que de profondeur de champ. Le Breforn, pareil, c'est quelque chose qui sont super. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé la montagne. Je vous ai pas mis 15, je vous laisserai les regarder, parce que ces paysages de montagne, c'est trop beau, trop beau. Il n'a pas fait que ça. Je vous ai mis ici le pavillon. Les pavillons japonais, ils sont tous... Il n'y en a pas un plus incroyable que l'autre. Salut Jadoun, merci pour le follow. Bienvenue et merci pour le follow. Et grâce à toi. Attention, là c'est important. 50 sur 50. Grâce à toi, merci. Et ben j'ai atteint cet objectif de 50. Il faut se mixer des objectifs dans la vie. Donc écoute, bienvenue Jadoun, j'espère que ça te plaît, ce que je raconte. Je fais un petit live, t'inquiète pas, c'est pas des lives culture qui durent 3 heures. Donc merci, bienvenue, merci pour le follow. Je sais pas si t'étais là au début. Hello. Est-ce que tu étais là au début? Si t'es pas là au début, je peux te faire un petit résumé express, rapide, si tu veux, de cet artiste qui s'appelle Yoshida. Hiroshi Yoshida. Il y aura le replay de toute façon. Et ben écoute, je te remonte juste les slides pour savoir juste de montrer de qui je parle, qui est en fait un artiste, qui est un maître de l'estampe japonaise, qui est incroyable, et qui a fait, je résume les slides mais je te laisserai après regarder, qui a fait beaucoup de voyages à l'étranger, en Occident notamment, et c'est un artiste qui est né en 1876, donc c'est vraiment un artiste de l'estampe japonaise qu'on appelle la Shin-Hanga. C'est un nouveau mouvement en gros de l'estampe, où on n'a pas en tête, enfin peut-être que toi, vous avez en tête les estampes d'Hiroshige plutôt classiques, hein, les choses qu'on voit avec les samouraïs, etc. Il y a ce nouveau mouvement de l'estampe à la fin du 19e siècle, début 20e, qui se rapproche beaucoup de mouvements qu'on a vus en France qui s'appellent les Nabis, mais j'en parlerai aussi. C'est-à-dire des artistes vraiment art nouveau, début 20e, où, comme on voit ici dans cette estampe-là, c'est quelqu'un qui s'est inspiré beaucoup de ce qui a été fait ici, en France.
Donc les artistes français, si tu connais ou pas, c'est Gauguin, Sérusier, Paul Sérusier. Si ça t'intéresse d'ailleurs, ce mouvement-là, qui est vraiment connu, moi j'ai adoré, c'est un truc, quand j'ai fait Histoire de l'art, je disais tout à l'heure que c'était ma meilleure note, j'en suis assez fier en Histoire de l'art, c'est les Nabis, N-A-B-I-S, qui est un mouvement incroyable que moi j'adore, et qui sont justement, les Nabis ont inspiré beaucoup des artistes comme Yoshida, donc des artistes français, hein, puisque les Nabis ont été poussés par Gauguin, le fameux peintre Gauguin, mais en même temps les Nabis sont vachement inspirés des œuvres japonaises, donc c'est très intéressant cet aller-retour entre les deux. Et donc Yoshida, lui, il s'est inspiré beaucoup de là-bas, il a fait beaucoup de voyages où il a pris technique, je suis en train de résumer les slides, hein. Ce qui est intéressant, c'est que il a beaucoup fait au-delà des techniques. Il a aussi représenté des paysages qui n'étaient pas que des paysages japonais, en l'occurrence les lacs suisses, les lacs autrichiens, etc., comme on le voit ici, avec une vraie particularité. Je vais te remontrer juste la première slide parce qu'il est incroyable. La particularité de voyager aussi en Afrique, là en Égypte, avec le Sphinx, et on dirait même que ces estampes, pour moi en tout cas, c'est mon ressenti. J'ai deux choses, j'ai l'impression que ce sont des photos, pour moi c'est vraiment un photographe de l'estampe, clairement, on dirait des photos quoi, et de la BD. Aujourd'hui, si on regarde vraiment les BD, on voit des aplats de couleurs, des jeux de profondeur entre les personnages, des tracés, ce qui vraiment marque vraiment son travail d'estampe. Le Sphinx, ça y est dingue, hein. C'est pas dessiné à la main, je le dis à toutes les slides, je dis, mais c'est pas dessiné à la main, on est vraiment sur des estampes, c'est-à-dire on est vraiment sur une planche de bois qui a été gravée pour chacune des couleurs, et puis il a imprimé chacune des couleurs, le bleu, le violet, les ombres, chacune des ombres, chacun des jeux de couleurs en fait est imprimé sur une planche de bois. Et ça, on a toujours tendance à l'oublier des estampes, hein, parce que c'est pas du tout, on dirait que c'est de l'aquarelle, c'est pas fait à l'iPad, mais c'est un travail de dingue. Et ça dépasse pas les couleurs, même là si on regarde les fleurs, il n'y a pas une couleur qui dépasse, parce que l'estampe, le gros enjeu de l'estampe aussi, ça je referai un truc là-dessus, mais c'est par exemple, quand on a un contour du violet, du rose, il faut imaginer, hein, on a une planche, on a une feuille, bon, mais on a une planche de bois qu'on va mettre. Si on a déjà fait un tracé de fleurs et que je mets mon truc un peu décalé, bah le rose il est décalé, hein. Il faut bien que ce soit calé dans la fleur. Donc c'est tout ça avec des jeux d'estampes de bois qui se mettent les uns sur les autres. Là je pense que je présenterai une vidéo d'ailleurs de création d'estampes parce que c'est vachement intéressant. Et donc notre ami Yoshida, j'en arrive où j'étais. Bon, il a fait évidemment le Fuji. On revient pas là-dessus, mais il a fait aussi plein d'autres choses, dont des portraits, mais comme je disais, c'est pas des scènes, en tout cas c'est assez rare, et c'est pas ce qu'il a plus réussi. Voilà, hein. En tout cas, moi, mon point de vue, lui me fait un petit peu peur, le petit garçon, je préfère les vaches. Voilà, les vaches, elles sont carrément plus fun, et puis voilà, un vrai gars. Je mets en bas, c'est un perfectionniste, c'est-à-dire qu'il a un souci du détail de dingue, on dirait que c'est dessiné, là, le reflet des vaches dans l'eau, c'est sans rentrer dans le détail, hein. C'est une technique de dingue. AA pour lui ou ou pour les... Je pense qu'il a tenté, hein, le portrait. Alors après c'était peut-être des commandes, hein, mais moi je mets pas un portrait comme ça chez moi. Ouais, c'est magnifique. Bah cool, si ça te plaît, si tu connaissais pas, si tu connaissais peut-être ou tu connaissais pas du tout et t'es arrivé là par hasard. Parce que c'est un artiste qui est dingue et qu'on connaît pas en fait, qu'on connaît pas bien. Bah cool, si tu découvres, bah tu vois. Je suis super content de faire connaître cet artiste parce que franchement, le mouvement Shinanga, c'est incroyable. Et ouais, bah juste la vague. Bah voilà, donc bah ça c'est bien. Tu vois la vague, tu vois comment elle est représentée la vague. Bon, visuellement, bon là je l'ai pas. J'avais fait un live là-dessus d'ailleurs sur la vague, sur Okusai. C'est très marqué. On est vraiment dans entre guillemets l'illustration pure. Là, on est sur quelque chose qui est plus photographique. Je pense que tu ressens, je pense que si vous tombez sur le live aussi, vous ressentez ce côté photo, notamment la montagne, donc Jungfrau, c'est une montagne suisse. On est vraiment sur comme si c'était une prise de photo 35 mm, boum, de la montagne. À la différence de l'estampe Okusai, où c'est vraiment, on va mettre des petits personnages, on voit qu'on a un truc un peu plus, entre guillemets, BD, quoi. Ok, cool, si tu vois. Donc, là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est que sa vision, le temple, là, il est dingue. Donc, normalement, ce que tu vois, parce que mon écran est calibré, donc les couleurs sont les couleurs de l'estampe. Alors, certaines sont un petit peu plus jaunes. Il y a eu des volontaires. Pourquoi je vous montre aussi ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que certaines peuvent paraître un peu plus jaunes, mais c'est aussi le souhait le souhait de l'artiste. Ça va dépendre du papier, parce que tous les papiers sont pas, les washi sont pas toujours blancs. Et notamment quand il a voulu représenter par exemple des levées de soleil, les matinées, sur des temples comme ça, des lumières du matin, l'aube ou les tombées de la nuit,
ça se voit tout de suite et c'est dingue. C'est-à-dire ça aussi, de pouvoir être capable de représenter un truc, d'où l'idée de photo. On va pas représenter juste le temple. Tout est shadé, il y a le reflet du temple dans l'eau. Quand on regarde en détail, je pourrais faire une demi-heure sur chacune des estampes tellement elles sont assez dingues. On dirait que même c'est du crayonné, le reflet du temple là dans l'eau. On dirait que c'est du crayonné. Et ce qui est vachement intéressant, c'est on voit le reflet qui s'arrête des arbres, comme si c'était une vraie photo en utilisant aussi le fond de l'estampe. Bref, incroyable. Donc lui, il a vraiment une technique très précise, comme je mets. Il a utilisé les techniques traditionnelles de l'estampe, mais encore une fois, il s'est vachement inspiré de ce qui s'est fait international, en Occident, en France, Gauguin et compagnie. Je pourrais faire aussi un peu plus des rencontres comme ça, un peu d'artistes français versus japonais, parce que c'est assez intéressant, notamment dans les nabis. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup influencé. C'est vraiment un des artistes pour moi qui sort du lot de ces nouveaux artistes de l'Ushinanga. On en verra d'autres de toute façon. Je fais des lives pour ton info. Je fais des lives que j'appelle culture, comme ça, où je présente des artistes, des œuvres, une fois par semaine, soit c'est le lundi, soit c'est le mardi. Et donc là, je ne fais pas aussi tard, mais j'avoue que la petite présentation à 22h nocturne, ça permet aussi d'avoir un public différent, donc je trouve que c'est pas mal. On me dira d'ailleurs si c'est bien comme horaire. J'étais plutôt à 21h, mais là, je me suis dit, tiens, on va commencer à 22h, on va voir. Bref, il a été aussi, comme je mets, très actif, comme d'autres, hein. Mais lui, il y a une fondation pour aider les jeunes. Il est vraiment dans la promotion, à filer des bourses. Ça, c'est aussi important, je trouve, dans la volonté de partager ses œuvres, parce que c'est un artiste qui a été connu, en tout cas qui a été reconnu dès son vivant. Il était vivant, il était connu, il a vendu des estampes, à la différence d'autres. Hiroshige Okusai, ils étaient connus évidemment, mais bref... une estampe, elle se vendait pas le même prix qu'aujourd'hui. Ça, c'est aussi intéressant parce que c'est de son vivant, il a été reconnu. De son vivant, il a voulu partager sa connaissance finalement très mondiale de l'art, mais c'est vachement inspiré de la peinture, des estampes de mes fameux nabis, là, la peinture nordique, tout. Il est allé aux États-Unis, en Asie, il était partout. Il a été élu membre de l'Académie des Beaux-Arts du Japon. Et même comme je mets ici, même s'il est mort en 50, c'est pas si loin que ça, hein, il a son influence, clairement, elle a perduré. Et aujourd'hui, même sur les artistes plus contemporains, on retrouve quand même de l'effet Yoshida. Comme je disais tout à l'heure, c'est au-delà de la technique. Pour moi, il y a trois éléments qui sont très très marquants chez lui. Il y a vraiment les contours très marqués, comme on le voit par exemple là sur ce cerisier là. Ce contour très marqué autour de l'arbre, du temple, des personnages très noirs. Donc ça qu'on retrouve par exemple aussi dans Okusai. Il y a l'effet de profondeur de champ qui est dingue, qu'on voyait aussi chez Hiroshige Okusai, la vague. Il y a une notion de profondeur de champ, mais la profondeur de champ, il faut regarder le truc pour bien comprendre que les bateaux, par exemple, sur la vague d'Okusai, ils sont dans les vagues, que les vagues sont devant le Fuji, que la vague, il y a plusieurs plans de vagues. Là, on le perçoit comme une photo. On a l'impression qu'il a, encore une fois, soit un grand angle ou un 50 mm, boum, et il a shoté. Et ça, c'est dingue. Et c'est surtout qu'il l'a fait, encore une fois, en gravant du bois, faut le rappeler, que certes, ça a été crayonné au départ, mais enfin, le truc, c'est quand même... moi, je trouve ça dingue, hein, de faire des estampes en gravant du bois, quoi. C'est comme les plaques de lino qu'on fait. Bref. Autre exemple, j'adore Puissance 1000. Il s'est beaucoup, je rigole de moi-même, beaucoup inspiré des peintres, ce qu'on appelle le mouvement orientaliste. En fait, je crois que je vais faire des lives histoire de l'art. Orientaliste, c'était quoi? C'est ces peintures. Il y a eu beaucoup de peintres orientalistes qui sont beaucoup arrêtés sur des scènes de vie, aussi bien en Afrique, orientalistes. On parle aussi de peintres en Inde, comme ici, où l'idée de base, c'est très souvent de remontrer des scènes de vie des gens qui font quelque chose, qui vont laver leur linge, qui vont aller prier, qui vont jouer, qui vivent des contes, des scènes de vie dans les villes, avec toujours derrière l'architecture orientale, avec un grand O, qu'on va retrouver. Et donc là, typiquement, on est vraiment... Alors que il a fait des montagnes, il a fait aussi les Snake Charmers, putain, comment on appelle ça, avec les serpents, bref, j'ai plus le nom, ou à Bénarès, c'est quelqu'un qui, comme on voit ici, il a travaillé sur
On voit le reflet d'ailleurs, hein, comme les vaches que je montrais tout à l'heure. Les profondeurs de champ, les jeux de couleurs qui sont juste magnifiques, avec ce côté un petit peu le lever du soleil qu'on retrouve vraiment chez lui. Moi, je trouve ça dingue, c'est ce côté lumière. C'est pour ça que je dis que c'est très photographique. La lumière, on le voit sur le tissu, d'ailleurs, le reflet, hein, le soleil qui passe à travers les arbres, qui met sa petite lumière là sur le dos de cette personne. Les ombres, voilà, ta photo. Et je trouve qu'il est méconnu pour ça. Si un jour j'arrive à... Charmeur de serment. Merci. Ouais, mais c'est toujours ce qui est le plus simple. Là, je vais chercher le truc et je vais... Et ce qui est intéressant, voilà, il y a aussi le nom de ses estampes. C'est pour ça que je les ai laissés aussi en anglais. C'est qu'à certains moments, le nom, il aime lui-même à nommer ses estampes. Enfin, en tout cas, il a donné un titre, pour certains en japonais, mais en anglais. Et ça, c'est intéressant. Et certaines aussi en français. Ça aussi, c'est une petite précision qui est marrante. Donc, au fil du temps, lui, son œuvre, de toute façon, il a expérimenté plein de choses. Dans l'expérimentation, il y a notamment de la peinture qu'il a fait. Alors moi, j'aime moins la peinture. Il y en a qui kiffent. Chacun son... chacun son truc. On voit bien que le niveau en peinture, c'est autre chose. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie volonté, il y a un vrai parti pris. Alors attention, les peintures, on n'en voit pas non plus beaucoup. Ce qu'on retrouve, du moins, quand ça part sur le marché, ça part très très vite. On voit même ces estampes, quand je le disais au début du live, c'est des estampes qui même peuvent valoir beaucoup plus cher que des estampes d'Hiroshige ou Okusai. Ça va dépendre des estampes et autres, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que Hiroshige, si on veut acheter une estampe Hiroshige ou une variante des vues du mont Fuji, etc., on en trouve dans les 200-300 euros. C'est pas un très gros prix pour une œuvre d'art qui date voilà, de Edo Meiji. Vous pouvez avoir plusieurs artistes comme ça d'estampes où c'est pas très cher en soi. Après, il y a des prix qui sont dingues pour des séries très très limitées, mais lui, souvent, ses estampes, c'est plutôt dans les 1005 quand même, 1004, 1005. On est sur un niveau d'œuvre. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est un artiste plus moderne, plus récent, que c'est moins cher que. Au contraire, ses œuvres sont vraiment très reconnues, très recherchées. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'était plus la partie là-dessus sur cette peinture, c'est que il s'inspirait plein de choses. Il s'inspirait des peintres aussi nordiques, suisses, qui ont fait beaucoup de paysages. Et on le voit ici. Voilà. Après, c'est autre chose. Comment il pose été pour avoir autant de détails? Photos, esquisses? Ah non, en fait, les artistes de l'estampe, c'est simple. Ils travaillaient beaucoup sur esquisses, en crayonné. Et certains recommençaient à crayonner. Mais attention, crayonner, le problème de ça, c'est qu'on n'a pas l'info. Est-ce il allait loin dans le détail ou pas? Moi, je pensais toujours pareil, c'est en 2 étapes. Il y avait une première étape de crayonner, clairement. Deuxième étape, c'est commencer à graver, parce que je le redis toujours, mais encore une fois, même là, le temple, il y a un truc de détail de dingue. Moi, c'est des planches qu'on voit en BD. Parce que j'ai un pote en BD qui fait de la BD. Le temps qu'il peut passer sur les planches à faire le détail, rien qu'en crayon, pour ne pas trop appuyer le crayon, pour machin. Là, quand on se dit que tout ça, c'est du bois, c'est ouf. Je trouve ça ouf. On est incapable, franchement, je crois qu'on est incapable de refaire ça aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est du crayonné. Et puis après, il va retravailler crayonné très souvent aussi sur les planches, carrément sur les planches de bois. Et puis après, ils vont découper. En tout cas, ils vont aller au burin pour traiter ces planches. Et c'est comme ça que ça se faisait. Après, est-ce qu'il a travaillé sur photo? C'est une bonne question. Je n'en sais rien. Et c'est une bonne question parce que ça m'intéresse. Et pour le coup, il faudra vraiment faire un rapprochement. Ce que je disais, je me demande s'il n'y a pas eu une recherche pour bien faire. Une recherche type doctorat sur cet artiste, et un rapprochement avec la photo. La photo ou l'orientalisme, c'est tellement flagrant qu'il y a eu beaucoup de photographes orientalistes qui ont pris les pyramides, etc. Et ça va se demander s'il aurait peut-être pas ramené aussi des photos au Japon et fait les estampes après. Ça, pour le coup, on n'en sait pas plus. Et c'est vrai que bizarrement, même s'il est mort en 50, il n'y a pas non plus masse d'infos à ce sujet. Mais je creuserai. Mais je me suis effectivement aussi posé la question s'il n'y avait pas d'autres supports. Voilà. Bref. Pour avancer aussi, et c'est pour terminer ce live, je trouve ce qui est aussi intéressant, c'est que pour moi, au-delà de dire que je disais que c'était un artiste vraiment emblématique, c'est quelqu'un qui a laissé son empreinte dans le monde de l'estampe, dans le monde de l'art, même aujourd'hui, d'artistes
qui vont s'inspirer de ce Yoshida. Donc c'est vrai que pour le connaître, j'avoue, il faut avoir un pied quand même dans le monde de l'estampe, dans le monde de l'art, pour se dire, ah, tiens, putain, il y a cet artiste, ou s'intéresser un minimum à ce mouvement qui est Shinanga. Et quand on commence à découvrir ce mouvement Shin, S-H-I-N, Hanga, H-A-N-G-A, dès qu'on commence à rentrer dans ce mouvement-là, on découvre plein d'artistes qui ne font pas que du paysage. Il y en a beaucoup qui vont faire des femmes, des poses, toujours un peu ce côté photographique, mais pas tout le temps. Et ça, j'en parlerai d'autres. Un autre artiste, enfin, il y en a plusieurs, mais qui fait notamment les femmes un peu longilines japonaises des années 20, 30, qui est en train de se brosser les cheveux, se coiffer, tout ça, tout en délicatesse. C'est des moments de vie et c'est des choses qui sont magnifiques. Et ça, je pense que je ferai un live sur justement d'autres artistes. Soit je le fais sur le mois d'août, on va voir, ou peut-être à la rentrée là-dessus, parce que limite, je pourrais même en caler toutes les semaines. Et c'est quelqu'un qui a tellement inspiré au niveau du paysage de cette vue. Et je voulais finir sur bon, j'ai ma trombine là, qui bouffe un peu le Taj Mahal, qui est une des estampes, moi, que j'adore vraiment particulièrement, parce que le Taj Mahal, il l'a fait en deux, il a fait plusieurs versions, mais en tout cas, les plus connues, c'est celle-ci. Attention, les plus connues de ceux qui connaissent Yoshida. Mais il est tellement méconnu que, bon, voilà. Attention, méconnu ici au Japon, il a été représenté, il y a eu des expos, mais c'est le Taj Mahal de jour et de nuit. Et ce que je disais tout à l'heure, le côté soleil, lumière, très photographique, bah là, on le ressent, c'est-à-dire que il a joué, il a représenté le Taj Mahal, bon, bah, qui je bouge pas, hein, qui est toujours le même. A priori, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais a priori, il n'a pas bougé. Et ben, il représente, je trouve qu'il représente le même lieu. Déjà, il change l'angle, il change le point de vue, exactement comme en photo. Le détail, les arbres, les pins devant, toujours la même chose, avec toujours cet angle, cette ombre là, la lumière hein, qui arrive par là. Bref, on est sur quelque chose qui est assez dingue en termes de représentation, le travail des reflets toujours qui est assez magnifique. Et donc le Taj Mahal, je trouve que c'est une des plus belles estampes qu'il a pu faire. Et pourquoi je parle de ce Taj Mahal? Parce que d'ailleurs, qu'est-ce qui m'a donné envie de sur cet artiste? C'est que j'ai vu que au musée des Arts Asiatiques de Nice, ils allaient intégrer une des estampes. Encore une fois, c'est hyper difficile à trouver hein, sur le marché. Si là demain, vous me dites, je voudrais une estampe de Yoshida, ça court pas les rues, il faut en trouver. Ils vont en avoir une au musée, je pense qu'ils vont l'exposer très prochainement, au musée des Arts Asiatiques de Nice. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Taj Mahal de jour qui est représenté. Donc je trouve que c'est pour ça que je voulais finir sur le Taj Mahal, parce que c'est quelque chose qui résume très bien son travail pour sortir des montagnes, parce que si on présente que des montagnes, on se dit qu'il fait que ça, et puis les montagnes, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu relou, en tout cas. Même si moi j'aime bien regarder les lacs, les choses comme ça, je trouve que une œuvre comme ça, c'est un peu comme le Sphinx, on peut rester 3 plombes devant, à chaque fois qu'on regarde, on a l'impression de voir un détail différent, on a l'impression qu'il y a un type qui est dans un corridor, il y a l'impression qu'il y a... Bon bref, il y a toujours quelque chose. Et voilà, je trouve que c'est en tout cas c'est une des plus belles estampes qui représente son travail de Hiroshi Yoshida. Voilà, sur cette présentation de notre ami Yoshida avec son Sphinx, qui est là. J'espère que ça t'a plu. Est-ce que, avant de terminer, est-ce que tu as des questions, Jadoun, ou parce que j'ai pas le nombre exact de personnes en live en même temps, mais est-ce que tu as des questions dessus? Si tu as pas de questions, ou que tu as peut-être d'autres sujets, tu souhaiterais que je pousse, soit présenter carrément une œuvre un peu plus en détail, toi ou d'autres, pas de questions particulières. Eh ben écoute, très bien. En tout cas, si toi, vous avez des questions sur cet artiste, sur le mouvement Shinanga, vous voulez que je détaille un petit peu plus ce mouvement, alors j'alterne toujours, pour précision aussi, je ne fais pas toujours des lives que sur les estampes, même si évidemment dans l'art japonais il y en a beaucoup, pas du tout, moi je fais vraiment des lives sur tout, je parle, je pense que je parlais un peu plus de samouraï aussi, d'objets, j'avais parlé de cloisonné, je parle de vraiment plein de choses, vraiment montrer toutes les facettes de l'art japonais, et pas que l'estampe, parce qu'il y a tellement de choses que on pourrait en raconter tous les jours, mais c'est vrai que sur ce mouvement Shinanga, sur ces mouvements modernes de l'estampe, je vais en faire d'autres, et notamment sur un autre artiste, mais je le ferai peut-être plutôt à la rentrée. On verra. C'est un peu en fonction des humeurs, et puis voilà, en fonction de ce qu'on peut me demander aussi. Donc, avec grand plaisir pour y répondre.
Merci pour tes compliments, Jadoun. Encore une fois, merci pour le follow. Voilà, j'essaie de faire des formats qui sont assez courts, assez voilà, explicites. Bah merci. Écoute, merci de m'avoir suivi. Tu participes pas trop au live, mais tu as quand même tenu sur cette deuxième partie de live, donc c'est cool. Si j'ai réussi à retenir ton attention. En tout cas, ben, bref, vraiment grand plaisir. Demain, pour info, je fais donc le mercredi ou jeudi, mais je vais essayer de rester focus sur le mercredi parce que ça va être je vais essayer d'en faire 2 avant de partir en vacances. Focus sur un objet, donc là pour le coup, je présente un objet d'art japonais que je montre en macro, ça vous permet, enfin en tout cas en macro. Vraiment d'objets qu'on peut voir dans les musées, quoi, vu que je suis, pour précision, je sais pas si vous avez vu, mais moi je suis antiquaire et je suis expert en art japonais. Donc j'ai toujours le nez dans les objets, j'en vois toujours. Et donc c'est aussi la volonté de montrer des objets que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, des objets qu'on voit dans les musées, dans les vitrines. Bon, on raconte pas trop l'histoire où il y a un petit cartel là où il n'y a pas assez d'infos. L'idée c'est vraiment de montrer un objet, vous montrer un peu les détails aussi, des techniques japonaises. Donc ça c'est un truc que je fais, le live plutôt objet, je vais les appeler comme ça, le mercredi, plutôt en fin de journée. Encore une fois, généralement, avant je faisais des lives à 19h, j'ai un peu basculé à 21h, je trouvais que c'était pas mal en nocturne. Là c'est vraiment particulier ce live nocturne du nocturne. Mais voilà, donc je trouve que 21h30 c'est pas mal, en tout cas, mais bref. Après ça dépend chacun, certains vont me dire ouais mais je préfère moi 18h, donc après c'est toujours pareil. Donc pour le moment je reste là-dessus, en tout cas si tu as follow tu auras une alerte, si tu n'es pas en live, sache qu'il y aura du replay comme d'habitude sur Twitch et sur YouTube. En tout cas, si tu as d'autres sujets, autres artistes, je te le dis là, comme tu es là, n'hésite pas à un truc que tu vois, tu veux en savoir plus. Je suis là pour ça avec grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Encore une fois, merci pour le follow. Je te souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous donne donc rendez-vous à demain. Ciao, ciao, Jaloun. Bonne soirée. Et puis bah, demain avec ce beau sphinx, c'est magnifique. Allez, ciao, ciao.